Romancier et essayiste, Philippe Muret est un des auteurs parmi les plus aigus de la fin du XXe siècle et du début du XXIe. La lecture de son œuvre fortifie et stimule la pensée, et il a su nous faire rire en mettant en action dans ses articles et ses romans les ridicules de notre époque. Mort en 2006, à l'âge de 61 ans, son œuvre est aujourd'hui relue abondamment par une jeunesse en quête d'un esprit critique mordant et par tous ceux qui supportent mal les archaïsmes et les lourdeurs qui se propagent aujourd'hui sous le nom fallacieux de modernité. Outre ses livres, Philippe Muret a collaboré à nombre de revues comme La Revue des Deux Mondes ou encore L'Atelier du roman. Le 18 mai 1999, il parlait de sa publication intitulée « Après l'histoire », publiée aux belles lettres dans Agora, une émission de France Culture, présentée par François Angelier et réalisée par Renaud Dalmar. Bonsoir et bienvenue dans Agora, dont l'invité sera ce soir Philippe Muret, pour un livre-essai, titré « Essai » qui paraît aux belles lettres et qui s'intitule « Après l'histoire ». Alors Philippe Muret, bonsoir. Bonsoir. On vous connaît pour toute une série d'ouvrages. Je me souviens de vous avoir découvert à travers un petit essai sur Céline, c'était il y a assez longtemps. En 1981. Puis est arrivé un maître-livre, le 19e siècle à travers les âges. 84, oui. Et puis très récemment, 2 volumes tout à fait remarquables d'exorcisme spirituel. Oui. Ça recueillait quoi, les exorcismes spirituels, pour nos auditeurs qui n'auraient jamais lu Philippe Muret? C'est le recueil de pratiquement tous les articles, tous les textes, toutes les conférences aussi que j'ai publiées sur une vingtaine d'années sur des sujets extrêmement différents, mais enfin en général sur l'art, sur la littérature, et puis des chroniques aussi plus quotidiennes sur la télévision, etc., publiées dans différents journaux sur au moins 15 ans. Voilà. Alors vous êtes avec nous ce soir pour Après l'histoire. Philippe Muret, j'ai envie de commencer en vous posant une question. Quel adjectif pourrait vous définir? Est-ce que le mot d'intempestif, qui est un adjectif nietzschéen, pourrait convenir? D'irrédent, c'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas se rendre, de dissident, vous êtes... Si on essaie de vous adjectiver, qu'est-ce qu'on peut trouver? Outsider. Outsider, oui. C'est pas un adjectif. Mais je ne me sens pas dans une position héroïque. J'essaye de... Peut-être, ça c'est vous qui le dites. Moi j'essaye d'analyser, d'observer, de raconter ce que je vois passer. Si mon désaccord est total avec ce que je vois, je ne peux pas. Je fais, c'est vrai, peu d'efforts pour réduire ce désaccord. On peut malgré tout vous ressaisir dans une lignée, une sorte de famille d'esprit française, francophone, qui partira peut-être de Joseph de Maistre, le Joseph de Maistre des soirées de Saint-Pétersbourg, qui tempêtait contre son époque, son histoire, qui était à une position extrêmement combattante contre toute la période de la Révolution française. Après, on peut peut-être évoquer Léon Bloy. On peut évoquer Léon Bloy, oui. Vous êtes peut-être, alors à ce moment-là, l'adjectif serait désobligeant. Je suis un lecteur de Léon Bloy, oui. Puis après Léon Bloy, Bernanos. Il y a Bernanos aussi, oui. Vous citez abondamment, d'ailleurs. Oui, j'aime beaucoup Bernanos. Donc Philippe Muret, pour nos auditeurs dont il découvrirait, est un petit peu à percevoir dans cette perspective intellectuelle et perspective d'écriture, qui est une perspective à la fois pamphlétaire et quand même héroïque, puisque vous dénoncez... Mais aussi analytique. Et analytique, Et puis, tous les gens que vous venez de citer s'appuyaient sur une foi. Il parlait au fond d'une certaine façon au nom de Dieu et de la colère de Dieu. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je n'ai pas de foi. Dans les temps contemporains, il est beaucoup plus difficile de vitupérer, si vous voulez, qu'autrefois, quand on pouvait s'appuyer sur une. Vous ne vitupérez au nom de rien. Transcendante. Au nom de rien de transcendant. Au nom de l'esprit critique. C'est déjà pas si mal. C'est déjà assez transcendant par rapport à l'immanence actuelle. Sinon, d'autres formules qu'on peut trouver dans Après l'histoire peuvent servir à vous cerner intellectuellement et littérairement. Philippe Muret, on peut dire que vous êtes une cigale dans un peuple de fourmis, mais une cigale dont le bruit de grattement sur les élytres est discordant, grinçant et un peu tonitruant, féroce. Oui, si on veut, oui. Sinon, vous êtes aussi peut-être un vivant à l'ancienne. Oui. Un homme qui souhaite être un vivant à l'ancienne. On va voir un peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire que j'essaye de rappeler que tout n'est pas né aujourd'hui, quoi, et que tout ce qui était passé n'est pas absolument odieux.
Et puis le rappel du passé permet aussi de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, Philippe Muret, tous les événements, je peux dire le décor de la scène actuelle, le théâtre et les scènes qui s'y jouent, ont comme acteur et comme metteur en scène un individu qui est l'individu d'aujourd'hui que vous appelez l'homo festivus. Oui. Alors, il y a l'homo academicus, l'homo, Oui. il y a énormément l'homo erectus, l'homo sapiens. Oui. C'est une catégorie de pensée. Donc, est-ce qu'on peut commencer pour justement essayer de voir ce que c'est que l'homo festivus? J'ai donné ce nom-là à l'habitant moderne de notre époque pour essayer, parce qu'il me semble qu'on est dans une période de bouleversement complète et que le vivant actuel ne ressemble que très loin au vivant d'il y a même seulement peut-être 20 ans. Donc je lui ai donné un autre mot, un autre nom d'une façon expérimentale, pour autant que la fête qui, dans les temps historiques, était une rupture dans le continuum de la vie quotidienne, me semble être devenue plus ou moins le tout, ou être en passe de devenir le tout de la vie quotidienne et le continuum même de la vie. Donc j'appelle l'habitant heureux de cette mutation, je l'appelle Homo festivus. C'est aussi un nom que je donne pour signifier qu'il y a une métamorphose en cours, que cet homme est anthropologiquement et mutant. Voilà. Alors, citation, Philippe Muret, donc extrait de Après l'Histoire, page 119. Si j'appelle hyper festif le moment actuel, si j'essaie d'acclimater des termes comme festivosphère, festivisme ou festivocratie, si je tente de nommer homo festivus l'être d'aujourd'hui, cet être qui n'est plus vraiment parlant, comme on disait autrefois, mais qui m'apparaît plutôt et d'abord festivant, ce n'est pas seulement pour faire le plaisir de mettre en circulation quelques notions inédites, donc nécessairement plus dynamiques que toutes celles dont on se sert et qui sont usées jusqu'à la corde, c'est d'abord pour outrager une civilisation qui accumule tant de catastrophes avec un contentement aussi enragé. Oui. Voilà, donc ça part donc d'une espèce de constat consternant sur le monde actuel. C'est-à-dire que toutes ces bonnes intentions et toutes les bonnes intentions des bonnes âmes d'aujourd'hui, j'essaye de dire que c'est autre chose que ce prétendu sérieux dont elles se recouvrent. Que cette autre chose, c'est la festivisation généralisée. Alors la festivisation généralisée, dissolution complète du concret et du réel. Voilà, justement. Alors ça, on a une notion clé dans votre réflexion, c'est la dissolution du concret, la dissolution du réel et la sortie de l'histoire. Oui. Vous pensez, pour reprendre la formule d'un autre écrivain, qu'on est peut-être dans le monde du post-monde. C'est-à-dire qu'on est sorti de l'histoire sans s'en rendre compte. C'est une hypothèse. Je sais que la théorie de la fin de l'histoire a très mauvaise presse, mais on est en général de très mauvaise foi quand on attaque la théorie de la fin de l'histoire. On dit, vous voyez, il y a une guerre, donc l'histoire continue. Oui, on pourrait vous répondre qu'aujourd'hui, certains individus sont ô combien peu sortis de la fin de l'histoire. Bien sûr. Mais justement, peut-être il s'agit d'épisodes de liquidation, comme disait Kojève, d'alignement des provinces. Et d'un processus d'installation qui ne sera peut-être jamais fini de l'État homogène et universel de Hegel. Vous parliez souvent vous citez la phrase du dimanche de la vie de Hegel, qui est un moment de latence, de bonasse, où plus rien ne bouge, où tout est noyé dans une espèce de consensus mou. Alors, je ne fais que poser l'hypothèse de la fin de l'histoire, d'autant plus que cette fin de l'histoire, que me semble-t-il nous vivons, est plutôt la caricature de la fin de l'histoire hegelienne. Mais elle me semble quand même assez perceptible. Il me semble qu'il y a quelque chose dont nous sommes sortis. Mon livre s'appelle Après l'histoire, ça veut pas dire qu'il ne se passe rien après. Il peut se passer... Et vous le dites, après l'histoire, l'apocalypse continue. Voilà, c'est ça. On peut mourir encore après l'histoire. Ce n'est pas un moment de réconciliation. Vous invoquez une catastrophe. Vous invoquez une catastrophe historique. L'homme est sorti de l'histoire comme il serait sorti de la route ou de la ligne aérienne pour s'égarer dans justement des zones qu'il ne maîtrise plus et qui sont des zones indifférenciées. Mais à quel moment, selon vous, les choses... La catastrophe viendrait surtout, à mon avis, du fait que, tout en étant sorti de l'histoire, il se raconte. C'est plutôt une catastrophe. C'est une catastrophe à deux niveaux. Il se raconte le contraire et il a mis en œuvre tout un ensemble de procédures pour se raconter à lui-même. Donc l'homme est sorti de l'histoire, mais il se raconte des histoires, des histoires qui parlent de l'histoire, avec un grand H. Voilà.
Voilà. Et ça, selon vous, est-ce qu'il y a un moment, je ne vais pas vous demander de me donner un jour et une heure, bien sûr, mais est-ce qu'on peut situer un petit peu dans le déroulement chronologique cette espèce d'éviction de l'homme de son trajet historique? Quelquefois, je pense que le mai 68, pas seulement le mai 68 français, mais l'époque de 68 a été le moment où a été une sorte de moment charnière, parce que le mouvement de naissance 68 était à la fois peut-être empruntait des éléments des anciennes révolutions, des anciens mouvements historiques, et et en même temps se présentait comme une fête. Et non comme une révolution jusqu'au bout. Alors justement, mais c'est une hypothèse. Je ne sais pas, j'ai pas de date. Il y a d'autres possibilités. Si vous combattez la fête, ce n'est pas au nom d'une austérité, justement, on pourrait dire religieuse, au nom d'une sorte d'austérité psychologique, d'un rigorisme naturel. Contre les fêtes. Vous n'êtes pas hostile à la fête, mais c'est une espèce de mise en coupe réglée de l'instinct festif. C'est une manière d'abonner les gens à la fête. Bon, j'insiste sur la fête parce que ça me paraît une métaphore qui permet de comprendre un certain nombre de phénomènes qui se passent. Mais qu'est-ce que vous entendez par fête, effectivement? Justement, la fête telle qu'elle se déroule aujourd'hui n'est pas une fête. C'est pas une fête, puisque c'est une fête continuelle. C'est la festivisation du monde. C'est la disparition de la différence entre fête et non fête, entre temps non festif et temps festif. C'est l'indifférenciation. La fête recouvre un processus de différenciation générale qui d'ailleurs programme tous les autres processus d'indifférenciation, la disparition des différences entre les âges, entre les vieux et les jeunes, la disparition des différences de sexe, la disparition presque d'une certaine façon aussi la disparition des vivants et des morts, puisque les morts eux-mêmes, j'en parle, sont au cours de festivisation aussi bien à travers Halloween qui remplace l'ancienne fête des morts que par des efforts de redesign des tombes et de l'art funéraire, etc. Il y a une sorte de festivisation aussi de la mort. C'est pas tellement la fête, c'est plutôt le festival, au sens où ça introduit une durée permanente, où il y aura toujours un petit événement dans un coin, on ne s'ennuie. Pendant les festivals, il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est un peu cette idée qu'il n'y a pas de rupture. Si vous voulez, ce que je vois, c'est une festivisation générale dans laquelle dans laquelle les événements saillants sont des fêtes gigantesques comme la Love Parade ou la Gay Pride, etc. où ils se multiplient. Et petit à petit, ces fêtes ont vocation à recouvrir tout le calendrier d'une certaine façon. Et on fait même maintenant on invente presque chaque jour des fêtes. Il y a une fête des grands-mères qui redouble la fête des mères, comme si les grands-mères n'étaient pas... Il y a même des années. Voilà. On peut dire que les années rentrent aussi dans le processus de festivisation. Oui. Il y a une festivisation générale du temps et de l'espace. Alors ce processus planétaire, global et généralisé, il vise selon vous à créer un écran de fumée, mais qui dissimulerait donc quoi? L'absence d'histoire, la déperdition? Ça a plusieurs sens, mais c'est une manière d'entrer en fanfare dans un autre monde. Et de ne pas voir et de voir le moins possible qu'on entre dans ce nouveau monde. Alors pourquoi on veut le voir le moins possible? Probablement parce qu'il est peur, terrifiant. Voilà. On ne sait pas ce qu'il y a derrière les fumigènes et les feux d'artifice. Alors justement, cette festivisation, Philippe Muret, s'attache, se porte sur un certain nombre d'aspects de la vie. D'abord le langage. Oui. Alors là, on peut signaler justement dans vos articles qui sont publiés dans la Revue des Deux Mondes, d'ailleurs, on peut signaler l'origine, un certain nombre de remarques sur le langage. Oui, à l'origine, c'est une chronique mensuelle. La Revue des Deux Mondes est une revue mensuelle, c'est une chronique mensuelle. C'est assez bien d'ailleurs ce rythme mensuel, parce que ça permet de prendre un peu de recul par rapport aux choses, de synthétiser ce qui s'est passé, etc. Alors justement, reparlons du langage, là. Selon vous, où la festivisation du langage agit-elle? Alors, si le festif, c'est l'indifférenciation, c'est par exemple, ce qu'on appelle la féminisation du langage, tout le travail de féminisation du vocabulaire, mais qui n'est pas seulement une féminisation, mais qui tend plutôt vers la neutralisation, vers le neutre,
est un indice du processus d'indifférenciation appliqué au langage. Vous parlez d'ailleurs également des écrivains du on. Oui, aussi. Vous êtes plutôt un homme du non, et là vous parlez des hommes du on, les honnêtres, comme vous les appelez. Oui. Il y a quelques écrivains qui peuvent par ailleurs ne pas manquer de talent, mais enfin c'est assez. J'ai relevé comme ça en analysant leurs textes que ils utilisaient beaucoup, au lieu d'utiliser le je ou le il, ils utilisaient le on. Ça m'a paru intéressant Ce serait le signe de quoi là? D'une anonymisation de la littérature, la chute dans le Das Man heideggerien, le on, le plus basse, l'état le plus bas de l'être. Alors, autre aspect qui vous met en colère sacrée, c'est le roller et toute la civilisation de la glisse. Ah ben ça c'est la festivisation des villes, ça c'est les villes changent de fonction, changent de nature, changent le paysage urbain. Alors parlons du décor, là, les villes justement. Oui. Comment elles vous semblent évoluer à la faveur ou à la défaveur de cette festivisation? Quelles sont les mutations? Vous parlez des pelles Stark à un moment, c'est-à-dire à Paris, ces espèces de pancartes. Oui, je donne beaucoup de détails, je sais plus qui sont censés marquer l'histoire. Oui, absolument. Qui racontent l'histoire sur des pelles, oui. Voilà. Et pour vous justement, ces espèces de poteaux indicateurs qui sont là pour indiquer au passant l'émergence d'un point de l'histoire, une date, la convergence entre un lieu et une période. Pour vous, c'est le contraire. Ce sont des tombes de l'histoire. Ce sont des stèles d'un monde disparu. Elles n'existent que parce que précisément les événements n'existent plus. Ils ont d'ailleurs été remplacés par l'événementiel et par les fabricants d'événements. Alors le roller, pour vous, donc, c'est la festivisation urbaine, c'est-à-dire l'idée de faire du trajet urbain, du déplacement à l'intérieur de l'espace urbain. De transformer les trottoirs en patinoire, enfin en espace de jeu. Bon, ça a d'ailleurs un aspect sympathique, c'est pas. Mais quand on compare le paysage, les rues de Paris, quand on se souvient de la description de ces mêmes rues de Paris par Balzac ou par un autre écrivain du passé, évidemment, on peut s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui a fondamentalement changé. Mais là, justement, certains vous attendent au coin du bois, vous dire, vous êtes un nostalgique de l'ancien temps, vous êtes quelqu'un qui regrettait, comme le disait le général de Gaulle, l'époque des lampes à huile, des fiacres et des équipages. Alors, vous n'êtes pas quand même un nostalgique des lampes à huile et des équipages. Alors, vous essayez de saisir les choses. Pas du tout. J'observe les choses. Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit de nostalgique dans mon livre. Il me semble pas qu'il y ait de remarques nostalgiques. D'abord, ce serait stupide. On ne revient jamais en arrière. Non, d'autant plus que vous condamnez, là, justement, en parlant des écrivains du on, les gens qui font l'apologie d'une espèce de quotidienneté un peu archaïsante, comme ça. Oui. Voilà. Vous n'êtes pas un nostalgique. Non. On ne revient pas en arrière. C'est pas, ça n'existe pas. Donc, mais ce qui est impardonnable aussi, c'est de refuser de voir quelque chose qui se passe. Et comment voir clairement ce qui se passe aujourd'hui sans faire référence à ce qui s'est passé avant. On a besoin de cette différence, on a besoin de ce recul. Quand je cite, d'ailleurs assez rarement, mais enfin je cite quand même des écrivains du passé, par exemple Balzac, si je cite le début de La fille aux yeux d'or, la célèbre description de Paris, pour parler du Paris d'aujourd'hui, c'est simplement pour établir une différence, une distance à un point de vue extérieur par rapport au présent, de manière et que de ce point de vue extérieur par rapport au présent, le présent soit perceptible. Mais il ne s'agit pas du tout de regretter le Paris de Balzac. Il y a un autre aspect justement de ce que vous appelez la festivisation, c'est l'assomption du bébé, de l'enfant et de l'infantile. C'est l'infantilisation, c'est aussi la différence, ça fait partie du processus d'indifférenciation générale, c'est la disparition de la différence, des différences d'âge. L'adulte n'est plus vraiment un adulte, il est plus ou moins infantilisé et par rebond, l'enfant lui-même est promu à une... L'enfant est promu comme d'une certaine façon espèce de maturité fictive. D'une certaine façon, tous les âges finissent par se rencontrer et se confondre dans une mélasse générale. Et dont la métaphore la plus belle est des familles entières qu'on peut voir patiner comme ça sur les trottoirs depuis le plus petit jusqu'aux parents.
Donc dans la ville festiviste, les familles en roller, slalom, autour des pelles Stark. Voilà. Je vous ai aligné, c'est une expression de Claudel, hein, avec Bernanos. Au début de cette émission, Philippe Muret, on peut citer Bernanos, vous le citez vous-même, page 92, je le cite à mon tour. Hélas, tout le diabolisme du monde moderne est infantile et simpliste à faire crever de rire les mauvais anges. La civilisation mécanique finira par promener autour de la Terre dans un fauteuil roulant une humanité gâteuse et baveuse, retombée en enfance et torchée par les robots. Alors oui, c'est très beau. Oui. Ça définit tout à fait votre... C'est magnifique, oui, ça me paraît assez définitif et c'est très vieux. Ça doit être écrit à la fin des années 40. C'est décrit oui. Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Non, c'est vrai que ça anticipe un petit peu sur votre propre réflexion. Oui, bien sûr. Il y a une phrase m'a frappé un moment. Vous dites que la société actuelle est une sorte de gigantesque village Potemkin. Alors on peut éclairer nos auditeurs. Donc le village Potemkin, je crois que c'était quand le tsar ou la tsarine a fait un grand voyage à l'intérieur de son empire, eh bien pour masquer un petit peu la pauvreté et puis l'horreur que représentait le spectacle des déshérités. Potemkin, Premier ministre et même plus d'ailleurs, avait fait construire des villages façades. Voilà. On pouvait les longer en s'imaginant que la Russie était nantie d'un habitat populaire formidable, et puis en définitive derrière c'était l'horreur. Donc aujourd'hui c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement la misère qui est derrière, c'est plutôt le concret qui a disparu. C'est pas seulement la misère, le village Potemkin. Quand j'emploie cette expression, c'est pour parler d'un monde qui est en perte de réel. Vous parlez d'un concret sans poids. Voilà. Oui. Cette absence de pondérabilité du concret, elle c'est bien... C'est extrêmement difficile à exprimer, ça je le sens. J'essaye de tourner autour de ces notions-là avec des métaphores. C'est très difficile à... Alors on sent, Philippe Muret, que vous lancez toutes les puissances de l'écriture justement à la conquête de vos analyses, puisque vous travaillez avant tout par l'écriture. Vous avez des formules, vous êtes un polémiste et pamphlétaire extrêmement aigu, il y a des personnalités qui sont attaquées comme ça. Mais d'une certaine façon, justement, c'est la question que je veux vous poser. Un sociologue, lui, il va à la recherche, à la pêche aux faits. On lui livre des faits, on lui livre des entretiens, on lui livre des chiffres, il a des sondages et autres et autres. Vous fonctionnez comment? Quelles sont vos antennes? Mais d'abord l'observation, regarder, voir. Quels sont vos lieux? Parce que dans la ville, vous partez Paris, comme ça, là, voilà, ouais. Oui, enfin je regarde. Bon, je lis aussi, je lis beaucoup les journaux, je cite beaucoup les journaux. La manière dont... C'était beaucoup Libération. J'ai beaucoup Libération. L'événement du jeudi également. Les journaux que je lis. Mais je les cite. Il me semble que ce qui m'intéresse, c'est l'espèce de nouveau langage qui est utilisé pour décrire de nouveaux phénomènes et qui est utilisé d'une façon souvent inconsciente. Et c'est pour ça que je cite des phrases quelquefois qui sont ahurissantes. J'ai de plus en plus l'impression que les gens écrivent d'une façon assez somnambulique sur... D'ailleurs, vous aimez à citer pour les contrer et les déconstruire des lettres, vous savez, les lettres qu'on envoie aux journaux et qui paraissent dans les rubriques comme débat, rebond. Oui. C'est là où l'individu est censé... Des opinions, des chroniques. Des chroniques, voilà. L'individu est censé, l'intellectuel est censé parler là depuis un moment d'urgence, de lucidité et justement de prise sur le réel. Et vous montrez qu'au contraire, pour vous, non, c'est là en définitive où il est le plus piégé et le moins opérant. Voilà, ça me frappe souvent, et donc j'essaye de choisir de donner des exemples parce que je veux pas rester en permanence dans le vague, donc je donne des exemples précis, des citations précises en les commentant le plus souvent. Alors on parle de la fête permanente que vous condamnez, la festivisation unilatérale du monde d'aujourd'hui. C'est un peu ça en définitive qui pour vous est le drame, c'est l'absence de rupture, c'est-à-dire le refus d'une espèce de temps rythmé, cadencé avec des ruptures, des différenciations. Il n'y a plus de différenciation, voilà, c'est ça. Les gens ne veulent plus attendre Noël. Voilà. Oui, Noël c'est tout le temps, d'une certaine façon. Mais il n'y a plus de différenciation d'aucune sorte. On parlait du langage tout à l'heure. Il me semble que j'insiste aussi souvent sur le fait que
sans même, semble-t-il, s'en apercevoir, les gens utilisent des propositions contradictoires. C'est l'oxymore, vous savez, le langage oxymorique, c'est l'extension du langage oxymorique. Voilà, Diana, voilà. Moment, ouais. Mais on peut retrouver ça très très souvent dans des articles, dans des chroniques, d'ailleurs, etc. Ça stigmatise de manière très efficace ce que vous dites, puisque justement, l'oxymore, c'est celui qui mêle les différences, qui annihile un petit peu les pôles de Donc la différence forme. des contradictions est aussi la différence, la disparition des contradictions, pardon, dans le langage est aussi symbolise aussi la disparition du réel, du concret dans la vie quotidienne. Si on voit plus la contradiction qu'il y a entre deux mots, ou entre des propositions successives, c'est qu'on ne voit plus non plus, c'est qu'il n'y a plus non plus de réel. Donc pour vous, une certaine inflation du mot serait là pour masquer la disparition de la chose, d'une certaine façon. Oui. Puisque souvent, vous évoquez justement des figures de rupture qui sont devenues des figures planifiées. C'est un peu ça, d'ailleurs. L'intellectuel en révolte est devenu, d'une certaine façon, une institution. Il n'y a pas une institution de la révolte. Il y a des formules comme ça. Une institutionnalisation de la rébellion, oui. Ça, c'est la figure de ce que j'appelle le mutin de Panurge. Voilà, le mutin de Panurge, absolument. Ou le rebellocrate. Ou le rebellographe. Ça, c'est une figure qui court les rues aujourd'hui, oui. La rébellion est devenue une routine. Mais ça veut dire aussi que la rébellion n'a plus de prise sur le réel. Alors c'est peut-être la ruse suprême sans danger. Pour vaincre la rébellion. C'est une rébellion c'est une rébellion, c'est un stade de la rébellion comme on n'avait jamais vu. C'est la rébellion, c'est l'anarchiste couronné, si vous voulez. C'est la rébellion à la tête de l'État, en somme. Mais ça, vous pensez que les gens de 68 ont aujourd'hui des postes de responsabilité qui font que... C'est en grande partie le produit de la génération de 68 qui a accédé au pouvoir, oui, bien sûr. Mais c'est probablement plus que ça. On peut pas incriminer seulement ça. C'est un monde entier, c'est une mentalité entière. C'est un monde... c'est plus général que ça. Mais vous gardez bien, Philippe Muret, de jouer au futurologue, je ne dis pas au prophète, puisque pour vous, il n'y a pas de transcendance, mais à jouer au futurologue, à l'homme qui date un peu le futur et qui donne des stades un petit peu de développement. Mais malgré tout, vous voyez un peu les choses évoluer dans quel sens, comme ça? Est-ce que vous êtes l'homme du présent? Vous écrivez au jour le jour, d'ailleurs, les chroniques d'un mensuel sont là pour marquer une réflexion. Oui, ça, je suis absolument incapable de dire ce qui va se passer. Je ne crois pas que l'ère ce que j'appelle l'ère hyperfestive soit un épiphénomène et qu'elle soit remplacée par autre chose dans peu de temps. Je pense que ça va. Vous n'envisagez pas une rentrée de l'homme dans l'histoire? Ça me paraît difficile. Je vois pas comment il pourrait rentrer dans l'histoire. Toutes les conditions. Aucune condition n'est remplie pour ça. Je ne crois pas, non, je vois pas. Mais non, je suis incapable de prophétiser quoi que ce soit. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'année qui vient, l'année qui va se dérouler jusqu'à l'an 2000, avec les festivités de l'an 2000, qui devraient être un point d'orgue. Vous êtes en train d'affûter votre plume en prévision de l'an 2000. Quelles sont un petit peu parmi les propositions qui sont faites, dont vous avez pu prendre connaissance, celles qui sont des chroniques en puissance, Philippe Muret? Je continue cette chronique précisément dans la Revue des Deux Mondes pour aller jusqu'à l'an 2000 et commenter ce qui va se passer. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais enfin il y a des projets qui sont intéressants. Par exemple, l'établissement le 31 décembre 99 sur les Champs-Élysées d'une douzaine ou d'une quinzaine, j'ai oublié, une quinzaine de portes faites par des artistes et que les Parisiens sont conviés à pousser dans un rite, une sorte de parodie de rite initiatique, de traversée et de métamorphose, de passage au-delà du siècle. Donc vous venez de prononcer le mot qui résume peut-être tout, Philippe Muret, en tout cas notre entretien, parodie. Nous sommes dans la parodie. Absolument. Nous sommes plus dans l'histoire, nous sommes dans une espèce de parodie de l'histoire. Oui. C'est la phrase de Marx sur le fait que les événements se répètent, mais une fois en drame, une fois en comédie, mais là c'est de la parodie de la comédie.